Merde, c'était encore allumé. Salut tout le monde. Aujourd'hui, vous avez reçu un cadeau, surtout les plus petits, de la part de Projo High Tech. On a ici un T2M Pirate. Ça doit être dans le titre, là, tout de coup, je m'en souviens pas, vous l'aurez évidemment dessus. Que je te dise pas des bêtises, un Pirate Reaper. Pourquoi un Reaper? Parce qu'engin spécial, tout petit, débutant. Existe sous plusieurs modèles. Tu as le Reaper, le Shaker, le Booster, le Tracker et je crois aussi le Dune qui lui a une autre carrosserie. Mais si je ne me trompe pas, c'est la même méca. Pourquoi j'ai laissé toute la boîte pour vous montrer à quel point c'est emballé. Il a suremballé le colis pour qu'il n'arrive rien. Cette machine, on a des petits roules en carton tout autour, des bulles et tout ce que tu veux. Parce que c'est vrai que l'emballage d'origine T2M est prévu évidemment pour être stocké en boutique. Pas pour être ballotté dans toutes les sens par la poste. Et il ne voulait pas que ce soit abîmé. Il nous a envoyé le Reaper. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'il y a du bleu et une tête de mort. Mon préféré, je crois, c'est le Shaker qui est orange et blanc. Sur cette boîte, on a annoncé 35 km/h qu'il fait, normalement je crois avec Seven on avait mesuré, nous avions déjà ces engins-là, la version Booster et la version iBoxing. T2M rebadge ses produits. À l'époque, c'était sympa de les prendre chez iBoxing parce que ça coûtait une soixantaine d'euros. Maintenant, évidemment, avec la TVA, l'augmentation, tout ça, on est à une vingtaine d'euros près entre les versions T2M et les versions chinoises. Tout le monde ne veut pas commander en Chine, n'a pas de compte, machin, n'a pas la patience, a peur que ça n'arrive pas. La boutique, c'est dispo entre 100 et 120 euros selon les équipements et les boutiques, les promos, etc. Ces engins avaient plusieurs problèmes au départ qui ont, avec le temps, disparu. Ils ont évolué. On a toujours un ou deux petits points faibles dont on va parler. Et on n'a pas reçu seulement ça en cadeau pour vous, on a aussi une invitation à faire avec les postes spéciales, justement petits débutants, pour vous rappeler les règles essentielles, les choses auxquelles vous devez faire attention. Cet engin est livré avec des lithium-ion, donc très sécurisé, lithium-fer, lithium-ion, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Le NIMH, c'est sûr aussi, mais le problème du NIMH, c'est que tu vas avoir beaucoup de tension au départ, c'est-à-dire beaucoup de voltage quand elle est chargée, une LiPo 7,2, une NIMH 7.2 est chargée à 8,4 et tu vas rouler, au bout d'une minute ou deux, les performances vont chuter de façon catastrophique et ensuite de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et arrive le second problème. Soit tu t'arrêtes parce que ta voiture avance plus assez vite pour toi, tu vas la recharger direct, tu vas créer ce qu'on appelle un effet mémoire, c'est-à-dire que ta batterie, même si c'est une 3000, à force que tu fais ça, ne chargera plus que 1500. Et il y aura une énorme chute de performance. Il faut donc un chargeur avec qui puisse décharger et recharger régulièrement tous les, on va dire les dizaines de runs. Si tu cycles systématiquement tes batteries tous les 10 fois comme ça, tu augmentes grandement la durée de vie et l'autonomie de ta NIMH. Mais c'est ennuyeux, la plupart ne l'ont pas, surtout qu'il y a des petits chargeurs livrés avec les engins. Donc pourquoi dépenser encore pour acheter un chargeur NIMH à part? Donc la solution la plus simple, c'est de laisser tourner l'engin jusqu'à ce qu'il avance plus, ce qui est assez pénible. Ou alors il faut caler un peu et puis laisser tourner dans le vide, mais il faut surveiller quand même. Donc voilà, moi j'aime bien lithium-ion, lithium-fer, parce qu'on est dans un style d'utilisation comme les LiPo, c'est-à-dire que tu as un voltage constant, plus une chute de voltage et une coupure. Avec l'avantage que si tu descends en lithium-ion, en lithium-fer, surtout en lithium-fer, il se passe rien du tout. Tu peux les amener à zéro, pas grave. Lithium-ion, ça va couper. Si tu vas trop loin, c'est pas bon non plus, mais c'est quand même beaucoup moins risqué que descendre trop bas avec du lithium-fer, parce que tu ne vas pas abîmer forcément ta lithium-ion. Alors qu'avec le LiPo, ça peut arriver. Le lithium-fer, là par contre, comme dit, t'es tranquille, je viens de faire un petit mélange. Très bien, donc ici on a le lithium-ion. Inconnu du lithium-ion, c'est le taux de décharge très faible, mais ici on a un petit véhicule très léger, qui est sympa. Sévan et moi, on s'est vraiment bien marré avec ces deux engins, ça va se faire des courses. On va le sortir de là et nous allons causer de la machine.
C'est un engin de débutant au modélisme. Les engins de débutant au modélisme, pour moi, ça sert à un petit haut. Déjà de commencer avec un petit budget et de pouvoir avoir la possibilité de réparer son véhicule parce que les pièces de rechange sont disponibles. La différence avec un jouet, Nico ou autre, où tu n'auras pas les pièces. Même si leurs SAV sont de plus en plus balèzes. Il y a évidemment plusieurs véhicules dans ce genre de gamme, entre 100 et 150 euros. Certains ont des... Celui-là, au début, quand il est sorti, avait certains gros problèmes. Ils ont gommé avec le temps, ils ont fait aussi des améliorations. Il reste toujours 2-3 petits problèmes que je vais vous apprendre à éviter avec tout simplement la bonne utilisation. L'avantage aussi des engins à ce prix-là, c'est vrai, c'est que si tu n'es pas sûr que ça te plaise de faire du modélisme, ça ne fait pas une trop grosse dépense. Mais, donc si ça te plaît pas, tu vois, t'as pas mis trop, et si finalement ça te plaît, par contre, l'engin n'est pas vraiment, enfin non, n'est pas évolutif. Donc là, il faudra ensuite passer sur une gamme un peu plus costaud. Mais avec le truc qui te reste, il y aura toujours de quoi faire plaisir à un petit haut. Parce que tu peux soit le revendre à un petit prix, soit l'offrir à quelqu'un. Ce qui est génial. Alors, voici les lithium-ion. Et le petit chargeur automatique qui est livré avec. Se branche sur prise USB. Donc soit tu as un circuit à la maison qui a déjà des prises USB, soit tu as des multiprises qui sortent en USB, soit tu as évidemment PC ou autre chargeur, où ça va dessus. Fais gaffe évidemment à la tension d'entrée là. Si tu prends un chargeur, genre vieux chargeur de téléphone, il faut être sûr que ton chargeur soit assez balèze, pour pas qu'il en souffre, et que ça chauffe et que ça te pose un problème à la prise. En général, ces chargeurs sont très fiables. Avec le temps, ce qui peut t'arriver peut-être, si tu n'as pas fait attention, c'est que tu vas écraser une de ces languettes là. Résultat, il y aura un mauvais contact. Ces lithium-ion ont une particularité. Donc là, c'est du 1500 mAh. Il faut faire gaffe à la notation qui est derrière, parce qu'il existe plein de ces modèles. Tu peux en acheter plein, pas cher, des cartons de 10, mais toutes ces batteries ne peuvent pas sortir la même puissance. Il en existe qui sont limités à 10 ampères. Ça, c'est du 20, et il y en a qui vont jusqu'à 30. Si tu mets une batterie trop faible, tu vas la mettre dans ton engin, tu vas rouler 2 mètres, ça va s'arrêter, ça ne fonctionnera pas. Petite chose très simple qu'ils ont mis là, et que je trouve franchement génial, tu vois, c'est le petit plus de rien du tout, hein, mais le scotch. Et là, il faudrait que Projo High-Tech nous dise si c'est lui qui fait ça, ou si c'est T2M directement, ou si les abos évidemment qui ont acheté cette machine récemment peuvent nous le dire. Tes batteries, tu les mets là-dedans, et tu branches ça sur une USB, c'est ce que je vais faire maintenant pour les charger. Alors, dans les engins pour débutants, t'en as plein, il y en a qui te disent ils vont à 50, jamais de la vie ils roulent à 50. Ça c'est pas cool pour le débutant, parce que nous aussi petits on sait faire par ce genre de choses, et c'est pas parce que y a des marques qui font ça génériquement que c'est une excuse pour toutes les autres. Je trouve ça pitoyable. Donc je trouve ça bien qu'ils aient mis une vitesse réaliste là-dessus et pas annoncer 50 pour frimer, pour vendre du matos et derrière t'as rien. T'as 4 clips de carreau en rab en plus des 4 fournis dessus avec la petite languette en caoutchouc. Méfie-toi, méfie-toi. Je vais le sortir de là, bouge pas. On a des petits raisons, où est-ce qu'il est mort? Il est là. Ouais, j'aurais pu les couper par en bas, je sais. J'ai pas envie. Très bien. Donc, ce qu'il ne faut pas faire avec ces petits clips, c'est systématiquement tirer par là. Parce qu'à un moment donné, ton petit caoutchouc là, il va s'arracher. Bon, là, le clip sort facilement, ça va encore. Limite, ça peut aller. Mais je te conseille toujours de faire un truc très simple, c'est de pousser là. Tu pousses avec ton doigt là sur cette partie là, ça va écarter ton clip et en même temps tu tires dessus.
Encore ça va, ils ont fait costaud. Hein. C'est du plastique carrément, c'est pas du caoutchouc. Moi je t'avais dit ça parce que la plupart sont en caoutchouc. Regarde ça. Ils ont fait des languettes en plastique. Donc là, j'ai rien dit, tu peux tirer dessus. Ça c'est sympa. Jetons un coup d'œil dans la notice. 100% RTR, c'est vrai, puisque tout est fourni. Comme je te l'ai dit, tu peux changer les pièces. Alors tu peux quand même le faire aller un peu plus vite. Tu as un pignon ici avec une dent en plus. Plus tu vas vite, moins tu vas rouler longtemps et moins tu vas accélérer fort. Je te conseille de le laisser comme il est d'origine parce que ça va très bien. Alors, est-ce qu'on a ici quelques options? On ne sait pas si c'est les amortos options ou les origines, je te montre. Et là aussi, il faudra voir, parce que une des évolutions principales, c'est que ces engins-là, au début, étaient livrés avec des ressorts et non pas des amortisseurs. Et maintenant, ils sont livrés avec des amortisseurs. Il y a une série qui a été livrée avec des amortisseurs type CVA Tamiya. Ceux-là sont un peu différents. On a des capuchons métalliques, des bagues métalliques, des sous-bagues métalliques. On est quand même light. Hein. Ouais. On va voir s'il y a de l'huile là-dedans et si vraiment ce sont des amortisseurs hydrauliques ou si ça reste des ressorts. Parce que ceux livrés avec les petits CVA avaient de l'huile à l'intérieur. Donc tu as des options hydrauliques affichées là, voir si c'est ceux-là qui sont déjà dessus. Donc ça, ce sont des choses à clarifier quand même. Ça peut être important au moment de commander, si jamais tu as de la casse. Parce que tu vas te dire ouais j'ai ceux-là ou je vais prendre des options, finalement c'est les mêmes, ou alors tu vas prendre ceux-là et toi tu avais déjà les options de série. Donc là il faudra voir ce qu'on a dessus. On a toute la notice en français, bien détaillée. Réglage du sélecteur de vitesse. Le secteur de vitesse permet de régler la vitesse de déplacement de votre modèle de 40 à 100% lorsque le secteur se trouve entièrement à gauche, ça va avec 40% de vitesse pour augmenter la vitesse sur les sélecteurs vers la droite. Cet engin a une bride de puissance qui, elle aussi, est masquée sous le trim. Je ne sais pas ce qui leur arrive en ce moment à faire ça. Je vais t'expliquer un truc. Normalement, le trim est le point neutre de ton modèle. Donc par réflexe, tous les modélistes expérimentés mettent toujours ce bouton à 0. Ah, attention, stop, 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 regarde, on a une petite blague, regarde. On a bien le trim de direction. Là, ils ont affiché Total Trim, mais ils ont mis sélecteur de vitesse. Par contre, c'est là. Attention, vous ne faites pas avoir. On a un speed switch. Ici. Ils ont donc bien changé le descriptif sur la radio. Parce que normalement, le trim, c'est ce que beaucoup s'étaient fait avoir sur le machin tech. C'est que c'est pas un trim, justement, c'est un sélecteur de vitesse. Donc tu peux donner ça un tout petit. Tu lui brides ici la vitesse. Et du coup, bah, il peut rouler tranquille à l'intérieur, hein, ma foi. À 10 ou à 10 à l'heure, il lui arrivera rien. Et là, tu peux aller à fond. Donc par défaut, il est au milieu. On va le laisser au milieu. On fera le... Non, on va mettre à fond pour partir. On fera l'essai ultérieurement. Donc, nous avons ici une inversion de direction. Ça peut être utile parce que si tu changes le cerveau de direction et tu en as acheté un qui tourne de l'autre sens par défaut, tu as besoin d'inverser. Le trim de direction te sert si le véhicule ne va pas tout droit. C'est-à-dire que si tu accélères un peu et tu laisses filer le véhicule et il va systématiquement toujours à gauche ou à droite, tu peux le ramener vers le milieu ici, donc ça se fait pas à pas. Un radio très simple qui fonctionne avec 4 batteries du type AA qui sont pas fournies, donc 100% RTR. 90% RTR. Mini échec. Pas très grave, hein. Tu as évidemment la façon de piloter l'engin. Comme sur toutes les radios à gâchette, tu accélères ici et les gaz sont progressifs. Tu roules un peu et de plus en plus vite. Ce que tu fais jamais en électrique, c'est pied au plancher tout de suite parce que ton moteur est relié à la transmission. Donc tu pars toujours progressif. Tu le laisses monter en vitesse, plus il va vite, plus tu accélères. Si tu fais ça, tu vas pas faire grand chose.
tu vas forcer l'engin, le moteur va consommer beaucoup d'énergie, et résultat, tu partiras pas forcément plus vite que le gars à côté qui a su doser. La différence, c'est qu'à la fin de ton pack, toi, tu auras peut-être fait 5 minutes de moins que lui, parce que tu seras toujours en train de faire ça. Pour freiner ensuite, là, tu es en marche avant. Pour freiner, tu pousses un peu sur le frein. Ce qui est très important, les enfants, il est très très important que tu apprennes à freiner progressivement. C'est-à-dire que tu freines un peu, le véhicule freine un peu. Si toi, tu enfonces ton frein, tu bloques net tes roues. Si ton frein est réglé suffisamment fort, il y a des engins comme ça où c'est pas réglé trop fort, donc ça va, mais apprends à maîtriser ton frein, parce que quand tu vas passer sur un véhicule plus balèze, parce que je rappelle, pour moi un engin de débutant RC est fait pour apprendre à rouler en RC. Donc si tu apprends à doser ton frein, tu économises ta transmission, tu gères mieux ton véhicule et tu peux mieux prendre tes virages, parce qu'il peut être nécessaire à l'entrée de virage, tu es un peu trop rapide, de rester un petit peu sur les freins, commencer à prendre le virage et reprendre les gaz. Il y a des engins comme ça, comme le Machin Tech, où quand tu touches ta gâchette là, tu repars en arrière. Donc ces engins sont à éviter. Ça, c'est bon, pour moi, pas des engins de modélisme. En plus, c'est pas dangereux parce que c'est un mini machin, mais ça cause des casses dans le véhicule de faire ça. Hein. Si tu fais ça toujours gaz, frein, marche arrière, tu vas causer des casses dans la transmission. Donc là, tu freines. Si tu relâches ton véhicule à l'arrêt, tu peux repartir en marche arrière par là. Donc là-dessus, ça fonctionne. On en avait déjà plusieurs, on le sait. Tu accélères, tu freines en douceur, tu peux repartir en arrière. Le Machin Tech, lui, il fout le camp direct en marche arrière. Résultat, tu flingues tout. Et surtout que tu vas apprendre aux débutants à mal se servir de son frein. Ne pas s'en servir parce qu'il a peur ou parce qu'il ne faut pas freiner. Ça, on a entendu sur certaines chaînes où il te dit il suffit de pas freiner. Ben après, donne-lui une voiture plus puissante et quand il te l'aura mis dans le mur, tu iras ne pas l'engueuler parce qu'il te dira papa, tu m'as dit de pas freiner, j'ai appris à rouler comme ça, j'ai planté ta GT8, c'est ta faute. Donc, pour la radio, c'est fait. Ce produit a, c'est vrai, la cote chez les petits hauts, pour une raison très simple, il a une bonne bouille. La version d'une aussi. La version d'une est sympa aussi, un petit trou de secours derrière, il y a une cage. Il est livré en plus avec les LED. C'est vrai que les premières versions Airboxing à une soixantaine d'euros n'étaient sans LED, il me semble. Le support de pièces de rechange, c'était deuxième est bien fourni. Le SAV, ils ont fait un bond en avant, franchement. Sur les 10 dernières années, le SAV T2M est devenu franchement super. On a des pneus touche-main qui rappellent assez le profil des BF Goodrich de chez Traxxas. On n'a pas de mousse à l'intérieur, l'engin est léger, il n'y a pas besoin. C'est sympa parce qu'ils sont très endurants. Tu peux rouler un peu partout. Et c'est quand même un pneu en caoutchouc, pas un pneu en plastique comme sur plein de jouets. On va voir un petit peu ce qui se passe avec ces amortisseurs. Tout à l'heure, on va en ouvrir un. Châssis simple, un petit peu plus au centre pour passer quand même bien dans le tout-terrain. Alors c'est pas un gros engin de tout-terrain, mais je pense qu'on va l'emmener en forêt pour tester ça sur mon petit circuit en forêt là-bas, pour voir comment il se comporte. Mais, et je dis bien mais, si tu es débutant total, l'endroit où il faut rouler avec ces engins, tout confondu, hein, que tu es un engin débutant, qu'on te prête une machine, que c'est un truc plus puissant, tu vas dans un pré où il n'y a aucun obstacle. Tu vas même pas sur un circuit RC. Les circuits RC, tu as des bordures, des pièges, des autres concurrents. Donc, tu risques tout autant de fracasser ton engin sur un circuit que ce que nous on fait à rouler dehors. C'est très important, c'est d'aller dans un endroit dégagé. L'idéal, évidemment, c'est un petit terrain communal tondu. Un petit pré comme ça, tranquille, la taille d'un demi-terrain de foot, c'est tondu, il n'y a rien. Tu apprends à manier ton véhicule et pour ne pas te faire piéger par quelque chose où beaucoup sont piégés, c'est-à-dire quand tu es sur une grande surface plate où il n'y a rien, tu vas toujours être plein gaz, frein à fond, tu vas très vite t'ennuyer. Le truc simple à faire, c'est d'emmener par exemple 4 briques de lait vides, ou 4 bouteilles. Bon, les bouteilles, ça va décoller peut-être un peu trop facilement, donc les bouteilles avec un peu d'eau au fond, donc c'est pour ça les briques de lait, ça va bien aussi. Si tes enfants jouent au foot et tu as des petits plots Décathlon, tu leur emmènes ça, et tu commences à leur faire un circuit en ovale. Ensuite un circuit en 8, parce que le circuit en 8, il y a autant de virages à gauche qu'à droite, accessoirement. Tu apprends ce genre de choses. Si tu veux faire une rampe pour ces petits engins,
eh ben, tu peux garder le carton d'emballage. Voilà, par exemple, il m'a envoyé des cartons avec pour caler. Ces cartons, je vais pouvoir les utiliser comme rampe, même en utilisant carrément ces couillons. Hein. Ça suffit. Tu feras un saut léger, pas haut, juste beau à voir. L'engin va atterrir en douceur, ça va pas lui faire de mal. Très important, dès que les roues quittent le sol, il faut toujours lâcher les gaz en douceur. Maintenant, tu es à mi-gaz, pas à fond. Ça, c'est aussi un truc, ne saute jamais à fond. Si tu sautes à fond, tu ne peux plus rien faire pour attraper l'assiette du véhicule. S'il va se cracher, il va se cracher. Donc, le mieux à faire, c'est toujours de prendre une bonne distance. Tu ne mets pas gaz à fond avant la rampe. Tu ne changes pas de trajectoire avant la rampe. Si tu es obligé de zigzaguer avant la rampe, tu ralentis, tu franchis ta rampe tout en douceur. Tu n'insistes pas parce que tu vas partir sur le côté en cabriole, tu vas t'amoucher. La carreau, ça sert à rien. Tu arrives à une vitesse constante. Je te conseille un demi-gaz tranquille. Tu arrives sur ta rampe. Dès que ton véhicule a quitté la rampe, là, tu lâches tes gaz en douceur. Tu fais pas ça. Parce que ça va le faire décélérer trop fort. Il va piquer du nez. Donc tu vas en douceur. Tu le laisses se poser. Tu le laisses rebondir. Quand il a rebondi, et seulement là, tu reprends les gaz. Et pareil, jamais comme ça. Toujours en douceur. Il se pose, tu repars, et ainsi de suite. La direction fonctionne comme les gaz. Tu tournes un peu, ça tourne un peu. On voit beaucoup d'enfants toujours faire comme ça, les femmes aussi. Les enfants comprennent très vite, les femmes moins. Donc, tu tournes un peu, ça tourne un peu. Tu tournes beaucoup, ça tourne beaucoup. C'est tout simple. Quel que soit le sens dans lequel est le véhicule, il va à sa gauche. Quand tu es derrière le véhicule, tu tournes à droite. Le véhicule va aller à droite. Quand il vient vers toi, tu vas tourner à droite, il va toujours aller à sa droite. Mais ça devient ta gauche. C'est le seul petit piège, très simple à comprendre. Comme dit, les enfants ont ça très vite en main. Quand tu fais des rampes aussi, pour en revenir aux rampes, il faut au moins toujours qu'elles aient la longueur du véhicule. Si elles sont plus courtes, ton véhicule va franchir de l'avant, il va tomber et tu vas catapulter l'arrière. Donc il faut au moins avoir la longueur du véhicule. On me dit les engins légers comme ça, c'est très simple de faire des petits cartons que tu peux emporter. Avec des petites cales que tu peux emporter. Maintenant j'ai monté le petit coussin hydraulique, mais en pneumatique là tu n'es pas obligé de prendre ça. Hein. Tu prends une petite. Voilà, des choses légères, faciles à emporter. Tu évites donc trottoir, pneus de voiture, auto. Globalement, si tu n'as pas d'autre choix, tu vas sur un parking dégagé, mais tu évites tout ce genre d'obstacles très durs. Tu ne peux pas foncer sur un trottoir dans l'espoir de passer au-dessus. Ça va peut-être y aller, mais il y a des morceaux de la voiture qui vont y rester. La pire des choses, quand tu vas te planter, l'obstacle arrive face à toi, tu réagis trop tard, le réflexe des gens, c'est de tourner et de freiner. Quand tu freines, ton véhicule, il pique du nez, tes roues sont braquées, donc tu vas taper dans des angles qui sont importants et qui vont t'abîmer soit la suspension ici qui dépasse, soit casser ici, et ça c'est le point faible de cette machine précisément, les rotules de train. Donc il faut chaque fois changer l'étrier complet, la chape entière, là, enfin le porte-fusée entier. Ça c'est un peu dommage. J'aurais bien vu que ces pièces aient des rotules métalliques ici vissées dans le plastique, quelque chose du genre, ça aurait été sympa. Alors en dessous ils ont mis une vis. Je sais pas si ça y était ça au début, moi je crois que j'avais à l'époque j'avais encore deux rotules. Là ils ont mis des petites vis, mais pas en haut. Par contre on peut en mettre en haut aussi. Pourquoi ils en ont pas mis? Pour que ça puisse tout simplement se déclipser. Donc des fois ça va faire clac. Ton essieu va être ouvert, mais tu vas pouvoir le remettre. Alors on va pas le forcer là. Donc tu feras attention quand tu démontes et tu remontes. Mais j'ai quand même l'impression qu'ici le plastique a été fait un peu plus costaud. À un moment, ces engins étaient rebadgés par une autre marque qui avait fait des options cardan un peu plus solides. Je crois que c'était même en métal. Mais là aussi, j'ai l'impression que ces cardans se sont bien améliorés depuis les premières versions. C'est pas très cher, c'est vite remplacé. Moi je laisserai le plastique de toute évidence. On a dans cet engin un diff avant et un différentiel arrière. Quand je dis diff, c'est un différentiel. Tous les deux très détendus, donc très light à rouler.
Annie, c'est pour les débutants, arrête de dire des mots anglais. Donc très léger à rouler. Là, les petits débutants, ils disent ouais, c'est bon, j'ai compris, il n'y a que mon vieux qui cale pas. On n'a pas de différentiel central, pas de protection centrale. Ce qui fait que quand tu es contre quelque chose et que tu forces, ça force. Quand tu fais un saut et que tu atterris trop tard, ça force. Enfin, que tu atterris et que tu mets gaz à fond tout de suite, ça force. Tout ça, ce sont des choses à ne pas faire. Ne fais pas forcer ton véhicule. Ça va mal se passer pour lui. Ah bah tiens, regarde d'ailleurs. Technique d'entraînement, c'est là. L'avantage aussi quand tu emmènes justement des petites briques de lait ou des bouteilles vides ou quoi que ce soit, c'est que tu vas faire un circuit pas trop grand. Donc ta batterie va durer longtemps. C'est le moment où tu lâcheras les gaz pour prendre le virage. Si tu te mets de quoi faire juste des petits obstacles tranquilles comme ça, ça va bien se passer aussi. Effectivement, ici sur le plan, on a encore les vieux amortos plastoc. Donc, je te confirme que cette référence-là derrière, si jamais tu casses, n'est pas la bonne. Ça, ce sont les anciens trucs à ressort. De toute façon, il faudra commander ceux-là. Sauf s'ils ont adapté la référence. Dans tous les cas, demande à ton détaillant. Parce que T2M, ça c'est les choses que tu vas acheter en boutique ou commander en ligne. Donc tu contactes vite la personne qui t'a vendu la voiture pour être sûr d'avoir les bonnes pièces. Hein. Comme ça, tu es tranquille. Bien. La carrosserie, tu enlèves les 4 clips, tu l'enlèves. Mais attention, normalement, tu vois, tu as un petit câble ici qui va se brancher là. Il y a deux possibilités. Tu peux prendre les deux, c'est pas un problème. C'est ce que je trouve un peu dommage. Pour les petits, ce câble là, ça peut être fragile. Et surtout qu'il faut chaque fois aller le brancher nouveau, débrancher dans le récepteur. Mais ça, c'est le cas sur beaucoup de ces engins. Tu peux pas te tromper de sens. Il y a deux petits détrompeurs dessus, donc tout va bien. Tu feras attention avec le temps aussi. Là, si tu roules un peu dehors, il y a la poussière et la terre qui vont se mettre dans la bande adhésive. T'as vu, j'ai pas dit scotch, hein, bande adhésive. Et avec le temps, elle va se décoller, donc de temps en temps, il faudra en remettre. Donc l'engin lui-même est très simple. Cerveau de direction, relié sur un pivot. On a des biellettes réglables, ici. Les premiers modèles n'avaient pas ce qu'on appelle ici un sauve-cerveau. Ça sert à quoi? Je vais te le montrer. Tu es en train de tourner, tu tapes. Enfin, oui, là, ça va être chaud pour le maintenir, effectivement. On va peut-être le faire quand le véhicule... On va peut-être mettre le véhicule en route pour montrer si je peux le faire. Il faut juste le faire doucement, c'est pas l'idéal à provoquer, hein, parce que... Regarde ce qui se passe. Tu vois? Tu as ici un cône et un contre-cône, ce qui fait que quand tu forces, regarde, ça glisse l'un sur l'autre, ça comprime le ressort, et le coup ne va pas dans le cerveau. Moi je vais faire quelque chose là, ce que je vous conseille aussi de faire sur le Machin Tech, si tu peux, c'est d'étendre ici le sauve-cerveau. Je le fais aussi sur les petites VL Toys. Voilà, je desserre un petit peu, ce qui me permet, tu vois, de décranter plus vite. Voilà, regarde là, ça marche, tu vois. Ce qui évitera de casser ce machin. Alors, il a des pignons en plastique. Toujours encore, ouais. Les premiers n'avaient pas ça. Résultat, on cassait souvent la direction. C'est dommage, en plus c'est du cerveau 5 fils, donc c'est pas facile à trouver. Enfin, tu peux le trouver, mais c'est quand même moins fréquent que des 3 fils. Tu n'as aucune possibilité de mettre un 3 fils. Il existe des modifs à faire, mais c'est plus compliqué. Il faut transformer la prise, etc. Donc, si tu casses, tu te reprends un 5 fils, prends un. Si tu casses, par contre, métal. Ça, t'es tranquille. Ça, c'est le récepteur et le régulateur de vitesse en une seule pièce. C'est-à-dire qu'il reçoit les ordres de la radio que tu as émis là-bas et il alimente. Tu as les batteries ici qui sont dessus, donc le jus des batteries est directement dedans et il va ici au petit moteur. C'est un petit RS380 parce que c'est un poids plume. Ça suffit largement pour propulser l'engin. Ces suspensions, alors vraiment il va falloir que je jette un oeil dedans parce que là, ça c'est dommage. Hein. Tu as remis des amortos et ça n'arrive pas à comprendre les constructeurs.
Et voilà. Ça, c'est selon les carrosseries qu'il y a dessus, tu peux changer la hauteur. C'est réglable. Il y a un pare-choc avant, il y a un pare-choc arrière. Ça ne veut pas dire que tu dois foncer dans tout ce que tu vois. Au contraire, il faut toujours éviter les obstacles avec TRC. Je sais, nous on ne le fait pas en vidéo, mais c'est voulu. Quand tu seras assez grand et que tu auras un travail et de l'argent, tu pourras faire ce que tu veux avec. Le bouton, donc l'interrupteur pour mettre en marche est ici. Et ça a changé aussi. Avant, c'était un interrupteur, un switch comme ça, gauche-droite. Le problème, c'est que souvent, sur plein de véhicules que j'ai eu ici, ils étaient endommagés. Et là, maintenant, c'est un bouton. Donc tout ce que tu as à faire, c'est presser pour qu'ils se mettent en route. Alors on va rapidement passer les batteries dedans, même si elles ne sont pas encore chargées, pour faire une petite démo. Évidemment, tous ceux qui avaient ces engins sont priés de donner la liste des problèmes qu'ils ont eu, de la casse, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. C'est toujours important pour les gens de voir plein de choses, selon aussi le style de conduite. Moi je sais qu'on a roulé, on a fait un tout petit circuit de 3 mètres sur 3 avec ces vannes, ou 5 sur 5 ma foi. Et on a roulé, sans qu'il nous arrive quoi que ce soit. Donc la petite languette, tu la laisses vers devant. On va mettre tes batteries dans la radiocommande. On va les piquer là. Donc tout se démonte sur cette machine, hein. Tu peux remplacer le pare-choc, les cellules, les roues. Alors si jamais tu veux mettre d'autres roues, fais attention. Il ne faut surtout pas mettre des roues qui soient lourdes. Ce sont des tout petits engins qui n'ont pas de grosse force motrice. Une transmission légère. Il n'y a que 2 batteries, je vous ai dit 4 avant, regarde ça, il n'y en a que 2. Le sens est indiqué là. Et pourquoi que tu veux pas y aller toi? Si, c'est bon. Bien. Avec 2 batteries, donc c'est bien économique aussi. Ça se met en route. Ça clignote parce qu'il n'a pas encore le véhicule. Et ici, ah, attention. Regarde, je les ai mis à l'envers. Mais c'est pas grave, il se passe rien. Voilà, tu vois. Ils se sont mis au fixe tous les deux dès qu'on a mis en route. Parce que si tu as plusieurs de ces véhicules, tu allumes une radio, tu allumes le véhicule, ils se reconnaissent. Donc tu peux rouler, tu peux en prendre un de chaque si tu as 4 gamins. Tu peux prendre, parce qu'ils ont tous les coloris, hein, ils ont du orange, du jaune, du coup du bleu. Et l'autre il est, je ne sais plus. Attends, voir, on a un orange, on a un orange et blanc. Bien, première chose à faire, toujours tester la direction. Gauche, droite, tout va bien. On va mettre la puissance au minimum. Et on va appuyer doucement sur les gaz. Tu vois, ça freine, quand tu relâches, tu repars en arrière. On va mettre la puissance à fond. Je me souviens pas que ceux qu'on avait marchaient comme ça. On avait peut-être roulé avec la puissance à moitié, dit. Les touillons. Alors là, en l'air, évidemment, tu vois, tu peux le faire, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Hein. Alors, ce qu'on va vérifier aussi, c'est qu'en avant, quand tu inverses ton sens, tu freines. Par contre, en arrière, fais gaffe, regarde en arrière. Si tu recules, tu repasses la marche avant, ça inverse immédiatement. J'aurais bien aimé avoir un frein des 2 sens pour les petits. Ça aurait été bien. Ça commence à venir sur de plus en plus de variateurs, hein, heureusement. On va checker quelque chose. Je pars bien en douceur. Ouais. Un petit peu de patate quand même, c'est sympa. Souvent, avec les brochettes, les constructeurs te disent si tu veux partir en wheeling, tu recules un peu, tu plaques la marche avant et ça fait ça. Laisse tomber, fais pas ça. À part flinguer les charbons et la transmise, tu vas rien faire. Ça va l'encaisser un paquet de fois, mais tu vas quand même user plus vite ta machine.
Donc évite de le faire. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même 4 roues motrices. Le cerveau, le cerveau il évolue aussi. Franchement, jamais de la vie l'ancien tournait aussi vite. C'est génial. Et maintenant je vais te montrer le coup du sauve-cerveau. Regarde. Tu vois? C'est pas mal. Moi j'aime bien les desserrer un peu parce que c'est des engins pas très rapides, donc c'est pas très grave si en roulant avec les chocs, t'as les roues qui reviennent un petit peu de temps en temps. C'est pas des engins de précision ultime, mais comme ça on est vraiment certain de pas casser là-dedans. Attention, quand je dis desserrer, vous avez vu, j'ai desserré à, on parle d'un quart de tour ou un demi, hein, pas plus. Hein. Sinon la vis avec le temps elle va se desserrer, elle va se barrer. C'est tout simplement parce que quand la vis est serrée comme il faut, le débattement est faible et ça encaisse pas un plein débattement. Et là oui, tu vois, là je peux y aller à fond. Voilà, ça se dandine dans tous les sens, mais je casserai. Je préfère jouer la sécurité, tout simplement. Maintenant, nous allons jeter un œil. Du coup aussi, quand tu éteins, tu n'es pas obligé d'appuyer sur le bouton, tu sors les batteries. On va vérifier s'il se remet en route tout de suite, tiens. Ou si le bouton est automatiquement inerte. Ouais, le bouton est automatiquement inerte. Hein. Juste appuyer un petit coup suffit pas, tu vois, il faut rester 1 ou 2 secondes dessus pour mettre en route comme il faut. Hop, on va te laisser charger toi. Et entre temps, nous, on va rapidement démonter une suspension. Toutes les vis sur l'engin sont cruciformes, donc tu as besoin d'un seul et unique tournevis pour dézinguer la machine. À l'intérieur des diffs, normalement c'est en plastoc. L'arbre de transmission métal au centre c'est de la ferraille. Donc de ce côté là tu risques rien. Pour atteindre la transmission principale ici, il faut démonter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. Tu sors le moteur, tu arrives sur la transmission principale, mais tu ne peux pas sortir la couronne, il faut séparer l'arrière de la machine. C'est bien détaillé dans la notice, c'est facile à faire. Donc, tu évites, comme je t'ai dit, les obstacles, les endroits où il y a des choses qui dépassent du sol dur, des grosses caillasses ou autres, parce que tu vas taper là, tu vas endommager tes demi-trains, tes amortisseurs. Et le piège aussi avec ces engins, c'est un peu dommage parce que ce sont des tout-terrains, mais comme tous les petits tout-terrains, ils ont tous le même problème. Le sable fin va rentrer partout, surtout là, et tu vas endommager ta transmission principale. C'est rigolo de rouler sur les places de pétanque, mais c'est vraiment pas le bon endroit, ni les bacs à sable. Le sable est trop fin. Dans la terre, l'herbe tondue, le bitume, ça se passe bien. On va donc ouvrir une suspension avec des pinces spéciales, mais bon, on va pas commencer à acheter des outils spéciaux. Tu prends une pince qui est bien fine au bout, tu passes entre les deux pièces et tu fais levier tout doucement. Quand on a enlevé une, la deuxième s'enlève plus facilement. On peut ici régler la hauteur et la réaction un petit peu de la suspension. Je pense que ça sera quand même minime sur un engin comme ça. Quoique, non, regarde. Hein. Donc si tu roules sur des surfaces planes et qu'il y a beaucoup d'accroches et que tu veux rouler un peu plus vite, je te conseille de passer là. Et plus tu es dans le tout-terrain, plus tu vas là. Par contre, avec un débattement maxi, attention, l'engin va se retourner plus vite. Hein. Il y a de l'huile. Il y a de l'huile à l'intérieur. Mais clairement pas assez épaisse. Et en plus, il n'y a pas de membrane. C'est un amorto à émulsion. Alors, c'est un peu dommage. Parce que ça, pour un débutant aussi, s'il doit intervenir là-dessus, je te conseille, si personne dans ton entourage sait le faire, de passer dans la boutique. Parce que il n'y a pas le moindre moyen d'enlever l'air quand tu vas serrer. Regarde.
L'air ne peut sortir que par là-haut. Donc tu pousses la tige à fond. Tu serres doucement. Tu laisses ici l'air s'échapper. Mais quand tu vas fermer, tu vois, là ça va s'étanchifier. De toute façon, regarde ce qui va se passer. Tu vois, plus tu serres, plus tu as de pression d'air. Tu as un petit point dur. Ok. Donc moi, je vais m'amuser, ça c'est perso. Hein. Toi, tu la prends comme elle est, ça ira très bien évidemment. C'est un peu dommage quand même si on a des amorteurs hydrauliques de ne pas avoir à bord la bonne huile. Alors, l'huile qui est dans tes suspensions, je te conseille de la récupérer dans quelque chose. Tu prends surtout pas un tout à maman. Tu trouves une petite bouteille vide. Tu vides comme il faut ta suspension. Et je vais rapidement regarder la notice si, par hasard, ils ont noté quoi que ce soit sur l'huile. Bon, ils ont bien écrit amortisseur hydraulique, hein, avant-arrière. Rien d'autre. Donc on ne sait pas ce qu'il y a comme huile dedans. On va essayer par défaut de la 200. C'est pas vraiment mieux. On va devoir enlever le deuxième pour voir. Ouais, je sais, c'est plus fort que moi. Je peux pas. C'est dommage d'aller le rouler origine. Tu vois, maintenant on a fermé. Regarde, on a déjà une tonne de pression. On va l'ouvrir un peu. T'es obligé de bouger le capuchon là en fait, hein, pour que l'huile puisse déborder entre. Et le trop plein d'air aussi d'ailleurs. Est-ce que du coup j'ai mis la même chose. Je le fais comme ça, ça vous donnera une indication pour ceux qui veulent tout de suite changer. Parce qu'il y a évidemment des papas modélistes qui ont envie de mettre leur tuyau à la RC et qui préfèrent leur donner leur voiture pour qu'ils fassent leurs premières armes. Ça évite un tas de choses. Hein. Tu prêtes ta grosse RC, le petit, bah, c'est trop puissant pour lui, il sait pas gérer, c'est trop lourd. Tu peux pas lui en vouloir après, il t'énerve après. Ouais, je confirme, d'origine c'est 200 CST. Donc on va mettre ça là-dedans, on va récupérer ça. Et on va passer. Alors, on a de la 300 ici. Est-ce que 300 sera suffisant? Ou est-ce qu'on va tout de suite nous balancer du 400? Essayons. On va se prendre le temps. J'ai envie de trouver la bonne huile qui va bien pour que... Ouais, 300 c'est toujours light. De toute façon c'est l'avant. Voilà, c'est un peu plus ferme. Je le fais avec vous parce que je vais vous montrer la différence quand on va remonter la suspension avec la bonne huile à l'intérieur. Alors, 450, 350. Bon, bah 450, j'ai pas de 400 là. Ah, là ça commence à être bon.
Évidemment, quand tu fais ce genre de travail, dans l'idéal, tu as des gants. Du sous-pain, du chiffon, t'es pas sur la table de la cuisine. C'est marrant, hein, on a déjà monté beaucoup en grade et pourtant on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression d'y changer grand chose. Je sais pas si c'est. Soit les trous dans le piston sont gros, soit de toute façon l'ajustement du piston est trop vague. Beaucoup me demandent des fois comment je fais pour choisir. Ben tu vois, des fois t'as pas 36 solutions, tu es obligé de tester, de tester, de tester. Le pire après c'est que des fois tu montes sur le véhicule quand tu crois que c'est bon, et sur le véhicule, et ben c'est pas bon. Ah si, là on y arrive. Pour la purge, on a des tutos. Je ne vais pas refaire le tuto ici. Je sais qu'on a quitté le domaine du débutant là. Je suis un peu obstiné, je sais. Tu vois, maintenant j'ai fermé en laissant rentrer pour vous montrer, tu vois, regarde. Ça, c'est pas bon. C'est fou ça. J'arrive pas à trouver le bon. Tu vois, l'émulsion, c'est ça. Regarde, on fait de la mousse. Tu vois, tant qu'on n'a pas d'émulsion, on est bien. Et dès qu'on a de l'air à l'intérieur, comme il n'y a pas de quoi purger, on perd tout. Bon, alors maintenant ça suffit, on va essayer. On a toujours le ressort qui monte super vite. Hein. L'huile que tu mets dedans en fait freine le ressort avant la remontée. C'est là qu'il ne faut pas se mélanger les pinceaux, il faudra suivre avec moi. Hein. En fait, c'est le ressort qui est trop dur. Regarde la différence. Tu vois, il monte quasi instantanément. Et là, on a déjà freiné, mais c'est pas encore assez. Hein. C'est. On va passer 1 heure à faire ce réglage. Ça m'est égal, je vais en avoir le cœur net. C'est toujours. C'est fou. Hein. Ça ne me convient pas. C'est pour ça que j'aime pas les amortisseurs émulsion. Je mélange pas tout, Mani. Ça, on va regarder de côté. C'est là, ça c'était le flacon pour remplir. On va mettre ça de côté. Le problème, c'est qu'à un moment, tu vas arriver à quelque chose de trop dur. Et le véhicule va très mal se comporter aussi. Bon, là on a une bonne sensation du piston.
pression. Parce que plus l'huile est épaisse, hein, plus ça va être compliqué de purger ça comme il faut. Rassurez-vous, hein, on va juste faire le trait ensemble. Parce que je veux en avoir le cœur net. Et ensuite on fera le reste. Faites gaffe, il y a un sens. L'ouverture est plus petite d'un côté que de l'autre. Voilà. Là, on arrive à tout doucement un mélange plus crémeux. Bon, évidemment, on a toujours un petit reste d'huile aussi dedans. Hein. On ne va pas les démonter totalement et tout nettoyer à fond non plus, pas exagérer. Bien, c'est le moment de vérité les gars. C'est pas grave, je chercherai tout à l'heure. Donc, d'origine arrière. Ah. Regarde. Quant à ça, ton véhicule rebondit. C'est bien que ce soit souple pour bien suivre les dénivelés du terrain, mais là il va perdre de l'adhérence. Le moindre petit truc va faire sautiller la roue. Ça va pas bien se passer là. On est beaucoup mieux. Des fois il manque pas grand chose et c'est dommage un petit peu quand même pour CRTR, tu vois, sorti de la boîte là, easy. Le petit plus qui fait la différence, parce qu'on n'est pas très, on est quoi là, 30 € à peu près, 20-30 € du machin tech. C'est vrai que le machin tech il est solide sur les essieux. Arbres de roue sont solides, les diffs dans les cellules sont solides. Son gros problème c'est casse-frein qui flingue la transmission. Et là-bas il faut chaque fois tout démonter pour faire la transmission. C'est laborieux pour un petit. Et on a ici les meilleurs pneumatiques, on a ici les meilleurs amortisseurs. On a un moteur moins puissant mais l'engin beaucoup plus léger. Qui dit plus léger dit consomme moins. On a les mêmes batteries à l'intérieur. Regarde là comme ça va bien. Existent évidemment ces batteries lithium-ion avec plus de capacité. Comme dit, il faut être sûr qu'elles sortent au moins 20-30 ampères pour faire fonctionner ces engins. Mais personnellement, je te déconseille de prendre des batteries avec plus de capacité pour rouler plus longtemps. Il est préférable d'acheter plusieurs paires de 1500 parce que si tu mets des 4000 là-dedans, le machin il va rouler 1 heure. Le problème c'est que ça va chauffer. Et genre, il y a le moteur qui va chauffer, ça fait chauffer tout le reste. D'ailleurs aussi, on n'a pas fait autre chose. Nous n'avons pas regardé si nous sommes sur roulement à billes ou sur bague en plastique. Les vis sur les roues vont dur, ça c'est bien, ça évitera de les paumer. Hexagone de 12 standard. On est en roulement à billes. Ça c'est génial. Donc faites gaffe si vous mettez des grosses roues à crampons ou des roues plus larges ou plus lourdes, vous allez abîmer la machine. Ces pneus, franchement, ils font le boulot. Je comprends si vous avez envie de les remplacer par des pneus du même type, mais de meilleure qualité avec de la mousse à l'intérieur ou autre. Faire évoluer la machine après un brushless, c'est plus compliqué. Il faut changer la radio. Il faut avoir un récepteur, un variateur à moteur et un servo. Parce que généralement, tu auras un servo 3 fils.
Mettre un brushless, oui, mais pas avec beaucoup plus de performance parce que ça va être trop pour la machine. Ça, c'est l'inconvénient de celui-là, au niveau de l'évolutivité. Ouf, j'ai dit un truc malin. Et ça me plaît. Hein. Bon, alors moi je vous laisse maintenant ce coup-ci. Je vais faire l'arrière moi-même de mon côté. C'est pas classe ça? Regarde. Hein? Regarde. Tu vois, regarde. On va faire pareil à l'arrière. Parce qu'en plus, après, il y aura le poids de la carreau, il y aura les batteries, donc l'engin il se comportera bien. Hein? On aura une suspension digne de ce nom. Donc, pour ceux qui veulent, j'ai utilisé de la 1000 CST. La marque, tu en tamponnes. Parce qu'elles sont toutes équivalentes, surtout que là, on n'est pas dans un engin de compète. C'est vrai que c'est un peu dommage. Après, il te faut un gros flacon. Et, il faut pas grand chose pour les remplir. Et ouais, si plus tard, si tu accroches au modisme, tu partiras sur autre chose. Voilà. J'ai tout dit. J'ai sûrement quand même oublié des trucs. On fera donc un essai du véhicule. Et on ne montrera pas les choses à ne pas faire pour éviter de l'endommager. On ira tout de suite à un endroit adéquat. On ira à un endroit dangereux pour lui. La forêt. Un endroit dangereux dans lequel nous pourrons faire le test justement pour voir la solidité, ce qu'il est capable de faire. Évidemment, si je casse, je paye, parce que à l'issue de tout ceci, de ces vidéos-là, cet engin sera à gagner en tombola offert entièrement par Projo Hightech. C'est pas génial ça. Hein? Moi je trouve ça bien. Donc je répète, pour moi, on a clairement une évolution. Donc suspension, cardan, essieu, cerveau sauf cerveau, et j'en avais 2 ou 3 dans les pattes. Il me semble pas qu'il y en a un seul qui avait. Enfin, j'avais les anciens modèles, donc on verra ça. On mettra le GPS dessus pour voir la vitesse réelle de l'engin. Mais ouais. Parce que des fois, c'est vrai qu'en l'air, tu te dis, ouais, ça a quand même un peu de patate pour ce petit truc, et finalement, quand tu es au sol avec le poids, tu te dis, bah non. C'est pas évident, quand tu as déjà roulé tout et n'importe quoi, de te remettre dans le bain du débutant et tu vois, de retrouver les sensations. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vais essayer, mais je ne peux pas vous le promettre, de faire encore ce jeu avant Noël. Comme ça, on pourra faire un heureux pour la période de Noël. Si c'est... Alors franchement, si on a une famille nombreuse, le père ne sera peut-être pas heureux, parce qu'il va se retrouver avec un gratuit, et il va se retrouver à en acheter 3-4 derrière pour tous les autres. Salut. En fait, je suis toujours là, parce que j'ai réglé donc les suspensions arrière. Personnellement, j'ai remplacé les ressorts arrière. Je ne peux pas vous donner la référence, c'est des ressorts qui traînaient là. Les ressorts d'origine sont trop longs. Enfin, ils sont un centimètre plus longs que la morteau, donc quand ils sont montés, ils sont déjà en pré-contrainte. Donc même avec la 1000 CST à l'arrière, on se retrouvait avec un engin qui était toujours bondissant. J'ai donc mis des ressorts beaucoup plus mous. Regarde. Mais c'est aussi comme ça que moi j'aime mon setup sur mes engins. L'arrière un peu plus souple pour encaisser l'accélération justement. Et l'avant un peu plus ferme pour ne pas s'écraser. Au freinage, entrée en virage. Et sur les atterrissages. Et là, tu vois, il accuse le choc qui remonte tranquille. Quand on a les batteries dedans et la carreau dessus, on sera juste bien. T'es pas obligé de faire ça, hein, c'est juste à ma sauce. Nous n'avons pas parlé du moteur à charbon. Moteur à charbon à 2 balais à l'intérieur. Et il y a différentes méthodes de rodage. La plus simple, c'est un véhicule pour débutants quand même, on ne va pas s'amuser à démonter, c'est de rouler la première batterie bridée, tout simplement. Comme ça, enfin au moins 10-15 minutes avant de débrider. Ça permettra au charbon, parce que les charbons sont plats, le rotor est cylindrique. Donc tu vois, tu as un très mauvais contact. Une fois que c'est usé, ça va bien dessus, tu as un bon contact, tu as de meilleures performances. Les méthodes poussées, ce sont de sortir le moteur, de le laisser complètement trempé dans l'eau, mais celui-ci a une platine de régulation à l'arrière parce qu'il fonctionne avec les lithium-ion, parce que sinon il prend trop de patates au démarrage. Ça ne va pas avec les lithium-ion. Donc faites gaffe à ça. Donc
pas s'amuser à tremper ça dans l'eau, après le sécher, le huiler, etc. Donc, le plus simple, c'est de rouler cool. Personnellement, j'ai déjà utilisé une machine rodée, une machine pas rodée. La différence était ridicule entre les deux. De toute façon, après un pack, généralement, ça allait bien. Donc, c'est sûr que si tu roules fort tout de suite ton premier pack, tu vas ce qu'on appelle arracher les petits bouts du charbon. Donc pareil, tu n'auras pas une surface parfaitement lisse et tu auras donc aussi pas les performances optimales du moteur. C'est comme ça. Après, chacun fait à sa sauce. Moi perso, je veux dire, comme je dis toujours, personne ne rôde ses perceuses. Perceuse, tu apprends et tu bazardes. On va. Alors, il n'y a pas de trim de gaz là-dessus, donc on ne peut pas faire le rodage, donc l'autre type de rodage, c'est-à-dire de caler le véhicule sur quelque chose, ou d'enlever les roues, de laisser le véhicule accélérer tout seul avec le trim, mettre un chrono à 10 minutes, tout simplement. Donc je ferai ça aussi tranquillement de mon côté. À un moment dans l'atelier, je mettrai une petite cale là pour que ça donne gaz tout seul un petit peu, histoire de roder un petit peu le moteur un minimum quand même avant d'aller rouler. C'est toujours pas plein. Je vais peut-être utiliser des batteries. J'ai des vieilles batteries qui traînent là. On va mettre les vieilles batteries. Je vais laisser tourner ça pendant ce temps jusqu'à ce que ces batteries là soient pleines. Et ensuite, là ça sert à rien, c'est le soir. Il faut quand même que j'attende demain pour faire l'essai. Tu vois, là je me mets en mode débutant. Je dois attendre. Salut. Voilà, t'entends ça? L'engin est en rodage. J'ai mis un petit collier autour de l'accélérateur. Pas serré, hein, évidemment. Moi j'aurais pu le brider ici et le serrer à fond là, mais c'est plus simple comme ça, tout en douceur. On va laisser tourner ça une dizaine de minutes. En attendant que on s'en charge quoi. Parce que on aimerait aller faire l'essai quand même, papa. J'ai oublié de préciser un truc. C'est tout simplement posé à l'envers. Donc tu surveilles quand même, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un d'autre, petit frère, petite soeur ou autre, arrive et touche le machin pendant que ça tourne. Donc tu surveilles bien. Pendant ce temps, tu révises ton français, tes maths, ce que tu veux, mais tu restes autour. Tout à l'heure à l'essai.